Alors, en étant jeune praticien, on croyait que l'étape ultime de la fécondation in vitro réside dans la récolte embryonnaire. Eh ben, c'est loin d'être vrai. Essayer de bien replacer cet embryon est aussi complexe et aussi difficile que cette récolte. Et voilà que l'implantation, eh ben, c'est pas aussi simple que ça. Donc, les FIV a permis de savoir quand un embryon a été transféré et si une implantation a eu lieu, bien évidemment en ayant une grossesse. D'où le phénomène d'échec d'implantation à répétition est devenu un phénomène cliniquement identifiable, pardon. Vous comprenez alors que le problème d'identifier cet événement, c'est pas un problème, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est l'identification de la causalité et c'est aussi complexe venant de la complexité de l'implantation. Cet événement est à la fois à la limite pénible pour le praticien, le médecin traitant, et aussi pénible pour le couple parce qu'il a des répercussions sur le plan psychologique et socio-économique. Donc, pour réussir cette fameuse implantation, il nous faut un blastocyste compétent, un endomètre réceptif et un dialogue synchronisé mère-embryon. Sur le plan mécanique, ce processus implique apposition, adhésion et invasion. Alors, pour pouvoir comprendre cette implantation et gérer cette entité qui n'est pas la plus gentille des entités pathologiques, voyons ensemble les sociétés savantes, qu'est-ce qu'elles pensent, et commençons par le commencement, qui sont les définitions. Et ben, il n'y a pas une définition unique, il n'y a pas une définition universelle. Je vous annonce la couleur dès maintenant. Il n'y a pas de consensus, ni sur la définition, ni sur les moyens thérapeutiques. Donc, vous voyez la panoplie des définitions et celles qui sont les plus recommandées, c'est celle de l'ASRM 2012 qui parle d'un échec répété d'implantation à partir d'au moins 3 tentatives. Entre parenthèses, on parle même de 2 tentatives aujourd'hui de FIV consécutives au cours desquelles au moins 1 à 2 embryons de haute qualité sont transférés. Donc voilà, rapidement, le taux d'implantation normal dans un cycle spontané, c'est aux alentours de 40%. Ce taux grimpe à 60% pour les donneurs d'ovocytes et ça tourne autour de 32-33% pour les cycles FIV dans les meilleures des situations. La prévalence d'échecs d'implantation à répétition est de 23% après 3 cycles et ce taux diminue de façon significative jusqu'à arriver à 16% après 6 cycles, jusqu'à amener certains auteurs à mettre en question cette entité. Existe-t-elle vraiment ou faut-il garder la porte ouverte à l'espoir pour avoir finalement aboutir à une grossesse? Donc, ça découle la question la plus importante aujourd'hui. Quand faut-il entamer les explorations et quel est le contenu optimal de ce bilan? Est-ce que vous avez des idées? On va chercher dans la littérature et l'équipe de Monsieur Lambert en 2016 avait recensé 205 couples pour étudier les différentes étiologies avant de finalement établir un bilan étiologique. Alors, les principales étiologies sont dominées par les pathologies de l'anatomie et de l'utérus particulièrement, suivies par les pathologies auto-immunes et le thrombophilie et finalement les anomalies du karyotype féminin. On va chercher ce bilan chez nos voisins par exemple, et il est d'usage en France de conseiller et ne pas de recommander une stéroscopie, une étude du karyotype et des pathologies thrombotiques, une recherche approfondie de fragmentation de l'ADN spermatique et de la réceptivité endométriale. Donc, pour pouvoir valider ce bilan dans notre pays, on doit retourner un peu en arrière et revoir la physiologie rapidement. Il s'agit d'un crosstalk entre l'embryon et la mère. En effet, ça commence en général par une petite histoire d'amour. Et ce couple va chercher leur maison. Ils vont choisir la maison en fonction d'un bon plan d'architecture, d'une bonne tuyauterie qui fonctionne, d'un mur qui est assez étanche et d'une ambiance qui est agréable. Ainsi, si ces facteurs sont remplis, eh ben, la famille pourrait s'agrandir. Donc, on comprend alors que la physiopathologie implique 2 acteurs principaux qui est l'hôte, c'est la mère, et l'embryon, notre cher invité.
Donc voilà, c'est l'environnement de l'hôte, soit l'hôte lui-même ou l'embryon, et encore le facteur spermatique paternel. Alors, on va détailler par étapes l'hôte, son environnement qui associe deux facteurs, l'anatomie normale et l'endomètre réceptif. Pour l'anatomie normale, cette chère maison et le plan de cette maison, il y a les explorations. On commence par le gold standard qui est l'échographie. Normalement, dans un bilan pré-FIV, on aura recours à une échographie qui élimine toute pathologie intra-utérine. Parfois, on peut rater cette pathologie et il faut revenir en arrière, s'aider d'un opérateur expérimenté, une écho 2D voire 3D pour objectiver ces pathologies. Dans le cas où l'échographie n'est pas, dans le cas où on a refait une hystérosalpingographie, pour ceux qui hésitent sur l'utilité de la salpingectomie bilatérale chez les femmes qui ont un hydrosalpinx, voire un hydrosalpinx bilatéral, je vous dis que le problème a été soulevé depuis la nuit des temps et que la supériorité de la salpingectomie a été validée selon plusieurs études venant même de 1999. Donc voilà, passons au mur qui est étanche à l'endomètre réceptif. Il y a des conditions optimales qui ont été bien détaillées, à la fois l'épaisseur requise qui doit être en minimal de 6 à 8 mm. Et au-delà de cette épaisseur, on voit que les taux de grossesse et de naissance de ventre grimpent de façon significative, ainsi que l'aspect trilaminaire à l'échographie. Donc l'aspect et l'épaisseur sont des conditions optimales pour l'implantation. Si jamais est-ce qu'on doit s'arrêter à l'échographie ou est-ce qu'on doit faire d'autres explorations, eh ben l'hystéroscopie est très importante dans ce bilan d'échec d'implantation à répétition. On avait démontré des taux qui varient entre 14 et 51% de résultats anormaux à l'hystéroscopie, qui tournent autour de polypes, synéchies et fibromes. Faut-il faire une hystéroscopie de façon systématique? Eh ben les Canadiens ne recommandent pas cette hystéroscopie en cas d'échographie strictement normale. Je reste sur ma fin pour ces recommandations parce qu'il y a plusieurs études qui sont très intéressantes qui démontrent l'utilité de cette hystéroscopie. Par exemple, pour cette étude, 50% des femmes avec échec répété d'implantation avaient des anomalies à l'hystéroscopie, dont la moitié ont eu des grossesses après la prise en charge. Pour le facteur infectieux, je laisse le soin à Dr. Khairi pour vous en parler. Je vais rapidement clarifier que cette endométriite chronique est associée à 14% des échecs d'implantation à répétition. Il y en a plusieurs moyens pour les confirmer. Parmi ces moyens, c'est l'identification des cellules CD138 que ne sont autres que les plasmocystes, avec un cutoff qui n'est pas pour le moment certain. Monsieur Ciccinelli, vous connaissez le maître de l'endométrite chronique, avait étudié cette entité en long et en large et avait démontré à plusieurs reprises l'apport de le traitement dans le taux de naissance vivante. Donc voilà, c'est une patiente de notre service qui a été prise en charge pour échec d'implantation. Ce sont 2 hystéroscopies avant et après le traitement au même jour du cycle. La première, vous voyez la cavité qui est framboisée, il y en a des pétichies, ce sont les signes d'endométrite chronique. Et juste après l'hystéroscopie de contrôle, il y a quand même une différence. Elle garde quelques pétichies en pré-ostial. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres comme moyens thérapeutiques pour améliorer cette réceptivité endométriale en dehors de l'infection? Oui, certainement. Il faut optimiser le flux sanguin au niveau endométrial grâce à l'aspirine, aux oestrogènes. Peut-être induire une réaction inflammatoire favorable à l'anidation le cycle antérieur au cycle FIV grâce au scratching endométrial ou carrément changer d'hôte, chose qui n'est pas possible dans notre pays de parler de mère porteuse. Donc voilà. Le scratching endométrial, en 2 mots, il y a des études qui sont pour et des études qui sont contre. L'idée, c'est de libérer des facteurs de façon locale pour favoriser l'implantation. La SRM a résolu le problème en 2012 et a réduit la sous-population qui bénéficiera de ce scratching. Ce sont les femmes d'un âge avancé supérieur à 38 ans et qui ont une qualité d'embryon médiocre.
Cette méta-analyse publiée en 2021 dans le journal Nature avait soutenu l'idée que le scratching endométrial n'est pas assez bénéfique côté implantation et c'est un niveau de preuve low pour l'endometrial injury. Donc voilà. Alors, on va passer par la fenêtre implantatoire. Vous savez tous, théoriquement, c'est 6 jours après l'ovulation et ça dure 4 à 5 jours. Le toujours, malheureusement, en médecine n'existe pas, surtout en matière d'échec d'implantation à répétition. Monsieur Alonso, en 2013, avait démontré que 25% des échecs d'implantation à répétition avaient une fenêtre décalée. Comment peut-on identifier cette réceptivité endométriale? On avait commencé en 1950 par des biopsies et par des études histologiques. Grâce à la nouvelle ère moléculaire, on avait inventé des tests, ce qui identifie soit la synchronisation, c'est l'ERA test, soit la fonction, voire la dysfonction endométriale grâce à l'EFT test, voire la présence de facteurs inflammatoires nocifs par le réceptif VADEX test. Je déteste ce nom. Alors, juste un mot, la réceptivité endométriale, c'est pas assez facile qu'on croyait. Ça commence au niveau des gènes et vous voyez que les gens s'amusent à étudier gène par gène cette réceptivité, cette dynamique en fait, et que je veux vous insister sur le fait que l'implantation, c'est pas aussi facile que ça. Et pour y arriver, il faut mener un chemin qui est assez compliqué. Voilà. Donc, c'est rapidement pour dire quelques mots sur ces tests. Pour l'ERA, l'objectif, c'est quoi? C'est de dater le J21. C'est le J21, jugé le jour J de l'implantation. Les auteurs n'ont pas aimé beaucoup ce jour J parce que d'une fois, vous avez l'écho juste à côté qui est plus simple et moins invasif. Pourquoi faire des biopsies? D'autre côté, pourquoi préciser un seul jour alors que la fenêtre implantatoire est de 3 à 4 jours? Et finalement, plusieurs études avaient démontré qu'il n'y a qu'une différence en utilisant ce test. Donc, peut-être une nouvelle génération de tests, moins invasifs, on verra. Pour le test de dysfonction, il se passe sur une idée qui est très sympathique. En effet, je ne savais pas ça auparavant, l'endomètre, s'il prolifère, il sécrète la cycline E, s'il se différencie, il sécrète la P27. Jamais les deux à la fois. Donc, malheureusement, il aura recours à des biopsies itératives, à un pathologiste qui est expérimenté, et je trouve que c'est de ressort de la recherche. Finalement, ce test qui utilise la surexpression de la BLC6. Cette surexpression est associée à une baisse significative du taux des grossesses et des naissances vivantes. Et en objectivant cette surexpression, on est face à un endomètre qui n'est pas assez réceptif. Donc voilà, rapidement, on avait validé le plan de la maison, on avait validé les murs qui sont étanches. Donc, on va passer à l'hôte lui-même. Il a 2 facteurs à vérifier, la tuyauterie, la thrombophilie si vous voulez, et l'ambiance générale qui est la réponse immunologique normale. Donc, en voyant la thrombophilie, c'est pratiquement calcable à la pathologie fausse couche à répétition. Donc, ça passe par une occlusion vasculaire. Essentiellement, c'est le facteur 5 Leiden, le déficit en prothrombine et le déficit en antithrombine 3. Rapidement, les moyens thérapeutiques, vous les savez tous, c'est l'HBPM et l'aspirine. Ce sont des good practice points. Il n'y a pas de recommandation là-dessus. On les utilise quand même. Est-ce qu'ils sont efficaces? Il faut encore des études plus approfondies. Quand utiliser l'HPPM, un petit mot, il faut les commencer, si on va les utiliser, il faut les commencer de façon concomitante à la stimulation. Donc voilà. Passons à la réponse immunologique anormale, et c'est un chapitre que j'ai trop aimé en déchiffrant cet échec d'implantation à répétition. Pour comprendre ce facteur immunologique de l'échec d'implantation à répétition, et l'immunomodulation qui en découle, il faut revenir à la immunologie de la grossesse. Il y en a cette molécule, si vous voyez l'HLA-G, qui est sur la surface du trophoblaste, elle rend le trophoblaste un peu invisible aux cellules NK. Ces cellules NK sont de haute concentration au niveau de la muqueuse utérine, particulièrement chez les femmes qui ont des échecs d'implantation en répétition, et elles n'arrivent plus à s'unir à ce trophoblaste grâce à cette petite molécule HLA-G. C'est la tolérance en fait du trophoblaste, parce que l'implantation, c'est l'équivalent d'une greffe semi-allogénique.
Donc, il faut éviter le rejet de ce fœtus. Il y a des moyens différents, entre autres l'HLA-G, entre autres une certaine enzyme sécrétée par le trophoblaste qui catabolise les métabolites utilisés par les cellules T helper reconnues comme anti-implantation. Vous voyez le ratio TNF-alpha s'il augmente par rapport à l'interleukine 4, c'est pourvoyeur d'échec d'implantation en répétition. Cette étude qui valide aussi l'intérêt de l'équilibre entre les cytokines anti-inflammatoires et pro-inflammatoires afin de pouvoir aboutir à une implantation. D'où naît l'idée de l'immunomodulation, donc d'assurer une certaine tolérance, de booster cette tolérance pour pouvoir garder cette implantation et ne pas perdre l'embryon. Donc, plusieurs études qui soutiennent ces moyens, à savoir l'immunoglobuline à forte dose, à savoir les solutions intralipides avec des solutions qui sont promoteuses, les lymphocytes, pour certains, ils parlent de lymphocytes d'origine maternelle uniquement, et pour d'autres, ils parlent d'une association de lymphocytes d'origine maternelle et paternelle. Cette perfusion intra-utérine serait promoteuse avec des P qui sont inférieurs à 0,05. Les glucocorticoïdes, pourquoi pas, pour baisser l'activité des cellules NK. Le facteur de stimulation des colonies de granulocytes, pas assez d'études, mais ils sont de l'ordre de la recherche. L'hydroxychloroquine, un petit mot, c'est encore nouveau, il n'y a pas de recul. Espérons qu'elle aura plus de chance avec l'échec d'implantation à répétition que celui qu'elle a eu avec le Covid-19. Donc, nécessité d'encore plus d'études, on verra pour les années qui suivent. Donc, finalement, voilà, l'hôte, c'est la thrombophilie, la tuyauterie, le facteur immunologique, l'ambiance générale avec l'immunomodulation qui va avec. Donc, on passe maintenant à notre cher invité qui est l'œuf. Il y en a deux facteurs, le facteur spermatique paternel, parce que on doit parler du père quand même. On avait parlé de la mère, du fœtus, donc on va parler du père et l'embryon lui-même. Donc voilà, on passe au facteur embryologique. On préfère tous transférer des embryons, des blastocystes, des embryons J5 par rapport aux embryons J2, J3. Cette méta-analyse de Cochrane 2016 avait validé de façon uniquement modérée cette supériorité, uniquement sur le taux de grossesse et non pas sur les naissances vivantes. Donc, est-ce que les blastocystes, par ailleurs, particulièrement pour cette entité, on aimerait avoir des blastocystes pour plusieurs raisons. Entre autres, c'est la possibilité de faire une étude génétique préimplantatoire. Donc, avec le blastocyste, c'est possible. Pour le karyotype féminin, il y en a plusieurs anomalies. Certainement, celles qui sont les plus fréquentes sont les translocations réciproques chez la mère. Une fois qu'on confirme cette anomalie, il faut recourir à une étude, un PGS, voilà, une étude préimplantatoire. D'accord. Ce PGS, il y a beaucoup de controverses. Faut-il prélever un seul blastomère et passer à côté d'un mosaïcisme du blastocyste, ou faut-il prélever deux et dans ce cas on risque de perdre le blastocyste? Quelle technique? Doit-on se contenter d'un karyotype simple ou aller jusqu'au CGR micro-array? Monsieur Gregoro en 2014 avait démontré la supériorité d'un PGS dans le groupe d'échecs d'implantation à répétition. Vous voyez un P qui est inférieur à 0,001 selon cette étude. Juste après une année, le même monsieur, il publie dans New England Journal of Medicine un papier qui parle de la possibilité d'avoir des naissances vivantes en bonne santé, alors qu'on est parti sur des blastocystes ayant des anaploïdes, qui sont anaploïdes en mosaïque. Donc, les embryons passent au facteur spermatique paternel. La seule participation du père réside dans le fait de fournir un spermatozoïde avec un bon pouvoir fécondant basé sur le noyau, le contenu et la forme de la tête. Comment peut-on sélectionner ce spermatozoïde Superman? Eh ben, on va tourner le bouton grossissement au microscope et passer de l'ICSI à l'IMSI pour mieux voir la tête particulièrement et
sélectionner de façon les spermatozoïdes qui sont les morphologiquement aptes. Voilà. Aussi, l'étude de la fragmentation de l'ADN, elle est très intéressante et elle a un impact positif sur le taux d'implantation. Les situations difficiles d'échec répétés sans l'indication supérieure ou égale à 5. Pour le Cochrane 2013, il faut encore des études avant de valider cette étude. Finalement, on avait parlé de l'invité. On n'oublie pas les facteurs influenceurs, particulièrement l'âge. Le 35 ans, c'est un moment qui est très décisif. Juste après les 35 ans, les taux d'implantation chutent de façon drastique. Donc, pardon. Sinon, pour le tabac, il diminue le stradiolémie lors de la stimulation et les toxines interfèrent avec l'implantation. Un petit mot pour la vitamine D, oui, non, on ne sait pas encore, il faut des études, donc voilà. Voilà un résumé des moyens qui sont établis pour aider l'implantation en cas d'échec d'implantation à répétition. Au final, quel bilan? Les Canadiens sont très restrictifs. Vous savez leur histoire avec l'économie de la santé. Nous proposons de façon sage, non coûteuse, selon notre économie de santé, une échographie pelvienne faite par un opérateur expérimenté, idéalement 3D, une hystéroscopie, un karyotype du couple, éventuellement une étude génétique préimplantatoire, recherche des anticorps antiphospholipides et une étude de la fragmentation de l'ADN spermatique. Donc voilà, vous comprenez que cet échec d'implantation à répétition, pour cet échec intervient plusieurs facteurs et par conséquent plusieurs moyens. Il faut faire de la médecine fine, je dis de la médecine personnalisée, pour pouvoir aider le couple à concevoir. Finalement, je conclus, je reviens à dire qu'il n'y a pas de consensus, il faut faire plus confiance aux statistiques, au temps surtout, garder la porte ouverte, répéter les tentatives de FIV et dans ce processus, il faut soutenir le couple, penser à prendre en charge de façon psychologique le couple, c'est fortement recommandé et je vous remercie.